Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo afin de commencer le chapitre 6 d'Histoire qui s'intitule Indépendance et construction de nouveaux États. Si je simplifie ce titre, le chapitre 6 porte sur la décolonisation. Avant de revenir plus en détail sur la décolonisation, je vous propose quelques rappels de quatrième. L'an dernier, en effet, vous avez étudié la colonisation. La colonisation, si vous devez expliquer ce que c'est l'invasion, l'occupation et l'exploitation d'un territoire par un autre. Le territoire conquis est appelé la colonie, le territoire conquérant est appelé la métropole. La colonisation, c'est un phénomène très ancien qui remonte à l'Antiquité, à l'époque où certaines cités grecques faisaient la conquête du bassin méditerranéen. C'est un phénomène qui existe également à l'époque des grandes découvertes, notamment la découverte de l'Amérique à la fin du XVe siècle. Nous, pour cette introduction, nous allons remonter au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on assiste à une nouvelle vague de colonisation qui va donner naissance aux empires coloniaux qui apparaissent sur la carte que je vous propose à l'écran. La carte vous montre les empires coloniaux en 1945. Cette carte est assez facile à lire, elle utilise des couleurs, chaque couleur représente une métropole d'Europe, c'est-à-dire un territoire conquérant. Tous les territoires conquérants sont européens, ce sont des pays comme la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Chacun de ces pays conquérants est représenté par une couleur différente. Tous les territoires qui sont de la même couleur lui appartiennent. Par exemple, tous les territoires qui sont en bleu appartiennent à la France, tous les territoires qui sont hachurés en rouge ou coloriés en rouge appartiennent au Royaume-Uni. Ces empires qui sont représentés sur la carte apparaissent au XIXe siècle. Auparavant, les Européens possédaient des colonies qui, pour la plupart, étaient en Amérique. Mais au XIXe siècle, l'Amérique s'émancipe, elle se libère de la présence des Européens. Cette libération a commencé d'ailleurs dès la fin du XVIIIe siècle avec l'indépendance des États-Unis en 1783. Elle se poursuit au début du XIXe siècle avec l'indépendance de l'Argentine en 1815, du Mexique en 1821 ou encore du Brésil en 1822. Les Européens perdent l'Amérique, hormis quelques territoires comme le Canada qui reste une possession britannique ou certaines îles, notamment la Guadeloupe ou la Martinique, qui sont toujours aujourd'hui des possessions françaises. Les Européens perdant l'Amérique, ils vont se reporter sur l'Afrique, qui est en pleine exploration à l'époque, l'Asie du Sud et l'Océanie. Et donc, à partir de ces nouvelles conquêtes du XIXe siècle, ces empires vont apparaître. Ce qui motive les Européens, ce sont différentes causes. Les Européens vont lancer des conquêtes, notamment pour le commerce, pour trouver des débouchés commerciaux. Nous sommes en plein âge industriel, les Européens vont écouler les marchandises produites dans les usines dans leurs colonies. Pour produire ces marchandises, les Européens ont d'ailleurs besoin de matières premières. Les matières premières viennent d'Afrique ou d'Asie. La France, par exemple, ou le Royaume-Uni vont prendre des minerais en Afrique, minerais qui serviront dans leurs usines. Les Européens font la conquête également de ces territoires par curiosité. C'est le développement des sciences, on va sur place explorer des territoires qui sont encore inconnus. Souvent, les explorateurs d'ailleurs sont accompagnés par des missionnaires, des prêtres chrétiens qui vont chercher à développer, répandre le christianisme dans ces terres qui sont nouvelles. Nous allons également faire ces conquêtes pour installer une partie de notre population sur place. Nous y allons aussi pour le prestige. Plus nos territoires sont grands, plus notre puissance est grande. Et puis, n'oublions pas la pensée raciste. Les Européens sont persuadés à l'époque qu'ils ont une mission civilisatrice et qui est de leur devoir d'aller finalement offrir leur civilisation à des peuples qui, à l'époque, sont jugés comme étant inférieurs. Au XIXe siècle, donc, suivant ces différentes motivations, les Européens vont se tailler une part du monde. Vous remarquez que les deux plus gros empires de l'époque, c'est l'Empire français. La France, à cette époque-là, possède tout l'ouest de l'Afrique, ce qu'on appelle l'AOF. Elle possède également une partie du cœur de l'Afrique, ce qu'on appelle l'AEF. AOF, ça veut dire Afrique occidentale française. L'AEF, c'est l'Afrique équatoriale française. La France possède également Madagascar, elle possède l'Indochine. L'Indochine, ça correspond au Cambodge, au Laos et au Vietnam actuel. La France possède également quelques îles dans le Pacifique, et puis elle a toujours quelques îles des Caraïbes. Le deuxième empire qui se taille le plus gros morceau du gâteau, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni possède pratiquement tout l'est et sud de l'Afrique, le sud de l'Asie, notamment l'Inde, qui est sa plus belle colonie. Et puis l'Angleterre possède également ce qu'on appelle des dominions. Ce sont les territoires qui sont hachurés, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada. La différence entre une colonie et un dominion, c'est que la colonie est soumise, c'est la métropole britannique qui la dirige,
alors que les dominions ont une forme d'indépendance. Il y a sur place un gouvernement qui est autonome. Ces territoires appartiennent au Royaume-Uni, mais ils s'administrent tout seuls. En plus des différents empires coloniaux en 1945, vous remarquez que la carte vous montre les mouvements de contestation anticoloniale. C'est le figuré qui représente un poing serré et brandi. Vous avez notamment des contestations au Maghreb, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Vous avez des contestations en AOF, au Kenya, au Mozambique, à Madagascar, en Indochine, en Indonésie, ce qu'on appelle à l'époque les Indes néerlandaises. Ces mouvements de contestation sont nés dès le 19e siècle. Dès l'arrivée des Européens sur place, les populations locales se sont insurgées contre le sort qui leur était réservé par les puissances européennes. Cette colonisation, en effet, elle a souvent été mêlée à du pillage, à du racisme, à de l'asservissement. Et donc les populations s'étaient très rapidement révoltées. La plupart avaient manifesté leur mécontentement. Cette contestation, d'ailleurs, elle était également présente en Europe. Certains Européens étaient totalement opposés à la colonisation. Des gens comme Georges Clemenceau en France, par exemple, ont estimé que cette attitude qui consistait à prendre des territoires, à asservir les populations, était une attitude complètement négative. Tout cela n'est pas nouveau, ce sont des choses que vous avez déjà vues en 4e, ce sont des rappels. Et donc nous, dans notre chapitre, nous allons étudier la décolonisation. La colonisation, je l'ai dit, c'est la conquête, l'occupation et l'exploitation d'un territoire. Eh bien, la décolonisation, c'est le phénomène inverse. La décolonisation, c'est l'acquisition par une colonie de son indépendance. C'est un terme qui remonte au 19e siècle, mais qui va surtout être employé après la Seconde Guerre mondiale, et donc ça va être le cœur de notre chapitre. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir retenir de tout cela? La première chose, tout d'abord, c'est une définition. La colonisation est l'invasion, l'occupation et l'exploitation d'un territoire par un autre. Le territoire conquis est appelé la colonie, le territoire conquérant est appelé la métropole. Cette colonisation s'explique par plusieurs causes, on peut en citer quelques-unes. La curiosité, ça c'est le travail des explorateurs qui vont finalement à la découverte de terres qui à l'époque sont très méconnues, voire inconnues des Européens. Ça peut être également la recherche de nouvelles terres, c'est-à-dire agrandir son propre territoire. Ça peut être également la diffusion du christianisme, le commerce également, la recherche de matières premières. Bon, je mets des points de suspension, les causes sont très nombreuses. Le 19e siècle est marqué par une vague de colonisation en direction de l'Afrique et de l'Asie. Les métropoles sont européennes. La France et le Royaume-Uni sont les deux plus grandes puissances coloniales. Mais des mouvements de contestation naissent au XIXe siècle. Ils se poursuivent au XXe siècle, durant lequel se déroule la décolonisation, c'est-à-dire l'acquisition progressive par les colonies de leur indépendance. Et si vous devez souligner une chose, c'est la définition de la décolonisation, donc je répète, l'acquisition progressive par les colonies de leur indépendance. Donc dans ce chapitre, nous allons nous poser deux questions. La première, tout d'abord, c'est de s'interroger sur la manière dont les colonies ont gagné leur indépendance. Comment les colonies ont-elles gagné leur indépendance? Et la deuxième question, c'est ce qui s'est passé après. Comment ces nouveaux États, nés de ces indépendances, se sont-ils organisés? Nous allons commencer par une première partie, c'est le grand 1. Je vous mets le titre sur l'écran. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et les colonies marchent vers l'indépendance. Et là, nous allons refaire un petit point de chronologie pour que vous ayez les dates importantes et que vous ayez finalement un aperçu général de ce qui s'est passé après la guerre et de la temporalité de la marche vers l'indépendance. Un planisphère qui vous montre la décolonisation et l'affirmation de pays indépendants dans le monde. Cette carte, c'est un planisphère, toujours donc une carte du monde qui utilise différentes couleurs. Plus la région est en couleur foncée, plus l'indépendance a été acquise tôt.
Le orange foncé, ce sont des indépendances acquises entre 1945 et 1955. En orange clair, de 1956 à 1965. Et le beige montre les indépendances acquises depuis 1966. Vous remarquez que la décolonisation s'est faite en 3 temps. Et si je simplifie, elle a commencé en Asie, puisque les pays qui sont en foncé, pour la plupart en tout cas, sont en Asie, avec des pays comme l'Inde, par exemple, en 1947, voire même des pays comme l'Indonésie dès 1945, les Philippines dès 1945. Et puis ensuite, la décolonisation s'est poursuivie en Afrique, entre 1956 et 1965, avec l'indépendance de l'Algérie, par exemple, en 1962. Si vous devez ne retenir que 2 dates, 1947, indépendance de l'Inde, 1962, indépendance de l'Algérie. Et puis certains pays ont acquis l'indépendance plus tard. Ce sont des pays comme l'Angola ou le Mozambique qui ont acquis leur indépendance en 1975. Auparavant, ces 2 pays étaient des colonies portugaises. Ce sont des pays comme le Zimbabwe qui est ici, qui a acquis son indépendance en 1980, ou comme la Namibie qui a acquis son indépendance en 1990. Aujourd'hui, le système colonial n'existe plus. La carte vous montre également la manière dont ces indépendances ont été acquises. Vous avez 2 manières. Certaines indépendances ont été acquises pacifiquement, par la négociation. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence. Cela veut juste dire qu'il n'y a pas eu de guerre. Par exemple, un pays comme l'Inde a acquis son indépendance, c'était une colonie britannique, il n'y a pas eu de guerre entre le Royaume-Uni et l'Inde, il y a eu des négociations, il y a eu un déferlement de violence, mais en 1947, l'Inde devient indépendante sans avoir déclaré la guerre à sa métropole. Donc la première méthode, c'est la méthode pacifique. Et puis la deuxième méthode, c'est la guerre. La guerre est représentée par la petite explosion. Les pays dans lesquels vous avez une petite explosion, ce sont des colonies qui ont dû faire la guerre pour acquérir leur indépendance. C'est ce qui s'est passé au Vietnam, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Ces 2 colonies-là appartenaient à la France, elles ont fait la guerre à la France. C'est ce qui s'est passé également en Malaisie, par exemple, au Cameroun, au Kenya, à Madagascar, et dans les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique. Donc, pour simplifier cette carte, la majorité des colonies ont acquis leur indépendance entre 1945 et 1965. L'Asie a commencé cette vague de décolonisation. Elle s'est poursuivie en Afrique, et elle s'est faite de 2 manières, soit par la guerre, soit par la négociation. Cette décolonisation s'est faite à la suite des contestations, on l'a dit en introduction, contestations qui naissent dès l'origine de la colonisation, dès le 19e siècle. Les populations colonisées manifestent leur mécontentement, certains Européens font de même. Je l'ai dit, des gens comme Georges Clemenceau ont toujours été contre la colonisation. Mais vous avez un élément déclencheur de la décolonisation, un élément qui va faire que les choses vont s'accélérer. Cet événement déclencheur, c'est la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes sur des terrains d'affrontement qui touchent le monde entier. Les colonies ont été touchées par la guerre. Le Japon, par exemple, avait envahi les colonies françaises de ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Le Japon avait commencé à envahir l'Indonésie. Le Japon était aux portes de l'Inde. L'Allemagne nazie, elle-même, avait fait des conquêtes en Afrique du Nord. Des colonies comme la Tunisie, qui appartenaient à la France, sont tombées aux mains des Allemands. Et puis les colonies ont été concernées par la guerre parce qu'elles sont venues se battre en Europe. Dans nos armées, en France par exemple, nous avions les troupes coloniales. Ce qu'on appelle à l'époque les tirailleurs sénégalais, en sachant que ces gens ne venaient pas forcément du Sénégal, c'était seulement des étrangers. La plupart venaient d'Afrique, et donc ces gens se sont battus pendant la guerre. Ils se sont battus dans leur pays, et ils sont venus se battre en Europe pour nous. Et à partir de là, ça a éveillé une volonté de devenir indépendant. Ce sentiment a notamment été éveillé au Vietnam. Le Vietnam est ici sur la carte. C'est un pays qui est au sud de la Chine. À l'époque, c'est un pays qui appartient à la France. Il forme avec le Cambodge et le Laos, qui sont les pays voisins, ce qu'on appelle l'Indochine. Le Vietnam proclame son indépendance le 2 septembre 1945 et vous avez à l'écran un extrait de cette déclaration d'indépendance. Vous avez la possibilité de faire pause, évidemment, pour lire le texte. Cette déclaration d'indépendance, elle est proclamée par Ho Chi Minh, dont vous avez un portrait. Ho Chi Minh, c'est le chef indépendantiste de l'Indochine.
c'est celui qui va mener la bataille pour obtenir l'indépendance, et une fois que cette indépendance sera acquise, il deviendra président du Vietnam. Ho Chi Minh prend la parole, et il le fait le 2 septembre 1945. La date n'est pas choisie au hasard, vous le savez. Le 2 septembre 1945, c'est le jour de la capitulation japonaise, c'est le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour Ho Chi Minh, le jour est bien choisi pour que le Vietnam devienne indépendant. Le texte commence par une phrase qui va vous rappeler quelque chose. Ho Chi Minh dit « Tous les hommes naissent égaux ». Il rajoute « Le Créateur, Dieu, nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur ». Ces deux phrases, Ho Chi Minh les extrait de deux documents que vous connaissez très bien. C'est la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui date de 1776, et dans laquelle les Américains avaient exprimé leur droit au bonheur. Et puis surtout, la première phrase, elle est extraite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ho Chi Minh rappelle que cette déclaration, il la date de 1791, mais elle date du 26 août 1789, cette déclaration commençait par « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », et donc Ho Chi Minh reprend cette phrase. Il précise que ce sont là des vérités indéniables. Indéniables, ça veut dire que personne ne peut les contester. Ce sont des vérités incontestables. Et pourtant, pendant plus de 80 années, il continue, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ont violé notre terre, opprimé nos compatriotes. Leurs actes vont directement à l'encontre des idéaux d'humanité et de justice. Là, pour faire simple, Ho Chi Minh met la France face à ces contradictions. La France dit au monde entier qu'elle est la patrie des libertés, de l'égalité, des droits de l'homme. Or, la France n'a jamais respecté ces valeurs dans ses colonies. Et donc pour Ho Chi Minh, eh bien puisque la France est la patrie de la liberté, il est normal que ses colonies aient elles aussi le droit à la liberté. La France est la patrie de l'égalité, il est normal donc pour Ho Chi Minh que les colonies soient traitées sur un pied d'égalité avec la France. La France est la patrie des droits de l'homme, il est normal pour Ho Chi Minh que ces droits de l'homme soient mis en place dans les colonies. Ça c'est son premier argument. Le deuxième argument d'Ho Chi Minh, vous l'avez dans ce paragraphe-là. Il dit « Dans le domaine politique, ils nous ont privés de toutes les libertés, ils nous ont imposé des lois inhumaines, dans le domaine économique, ils nous ont exploités jusqu'à la moelle, ils ont réduit notre peuple à la plus noire misère et saccagé impitoyablement notre pays, ils ont volé nos rizières, nos forêts, nos mines, nos matières premières, ils ont inventé des centaines d'impôts injustifiables, réduisant nos compatriotes à l'extrême pauvreté, ils ont exploité nos ouvriers de la manière la plus barbare. » Après avoir mis la France face à ces contradictions, Ho Chi Minh dit que la France a eu un comportement inqualifiable dans ses colonies, elle a volé, elle a pillé, elle a tué, et donc finalement, les colonies ont le droit de se débarrasser de la présence d'une France qui, depuis la conquête de l'Indochine au milieu du XIXe siècle, a toujours eu un comportement scandaleux. Et puis le troisième argument, Ho Chi Minh dit, en automne 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, ont envahi l'Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les colonialistes français se sont rendus à genoux pour leur livrer notre pays. Ainsi, bien loin de nous protéger, ils ont vendu notre pays aux Japonais. Là, Ho Chi Minh met le doigt sur un point qui fait très mal à la France. Ce que dit Ho Chi Minh, c'est que la France a toujours dit qu'elle était la protectrice de ses colonies. Or, quand les Japonais se sont emparés du Vietnam, eh bien les Français se sont rendus. D'ailleurs, Ho Chi Minh dit que la vérité est que notre peuple a repris son indépendance des mains des Japonais et non de celle des Français. Ce que dit Ho Chi Minh, c'est que finalement le Vietnam a vaincu les Japonais tout seul. Si on résume simplement le document, Ho Chi Minh donc donne 4 arguments qui justifient d'après lui le droit du Vietnam de proclamer son indépendance. Le deuxième argument, c'est de dire que la France a toujours eu un comportement inqualifiable lorsqu'elle occupait le Vietnam. Ce comportement, c'était le pillage des richesses du Vietnam, le vol des terres des Vietnamiens, des tueries, des viols, des massacres, l'usage de la violence. La France, par son comportement, s'est disqualifiée. Les Vietnamiens estiment qu'ils ne doivent rien à la France et que, bien au contraire, ils sont en droit de se débarrasser de ce pays qui s'est toujours mal comporté avec eux. Le troisième argument, c'est de dire que, durant la guerre, les Français, de toute façon, avaient abandonné leurs colonies aux mains des Japonais. Et d'ailleurs, les Vietnamiens, c'est le quatrième argument, se sont libérés tout seuls.
de la domination japonaise. Là, vous remarquez l'impact important de la Seconde Guerre mondiale parce que finalement, si la contestation des Vietnamiens contre la France a toujours été présente, eh bien les Vietnamiens se sont rendus compte que pendant la guerre, la France les avait laissés tomber, que la France s'est très mal comportée, et que si ce pays aujourd'hui n'est plus aux mains des Japonais, c'est uniquement grâce à lui. Et donc pour ces raisons, nous, c'est-à-dire Ho Chi Minh et les membres du gouvernement provisoire, déclarons, au nom du peuple du Vietnam tout entier, nous affranchir complètement de tout rapport colonial avec la France impérialiste. Lorsque le Vietnam proclame son indépendance, évidemment, les Français sont contre. D'ailleurs, les Français envoient l'armée sur place, une armée d'ailleurs qui est dirigée par le maréchal Leclerc, et l'objectif, évidemment, de cette armée, c'est de faire la guerre pour faire taire les indépendantistes, se débarrasser d'Ho Chi Minh et faire en sorte que cette terre du Vietnam reste sous domination française. Les Vietnamiens qui vont devoir se battre contre la France vont recevoir une aide précieuse. Ils vont recevoir l'aide de l'ONU. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, elle est née à la conférence de San Francisco le 26 juin 1945. Et l'une des missions de l'ONU, c'est de garantir la paix dans le monde. Et puis une autre mission de l'ONU, c'est la défense des droits de l'homme. Et donc très rapidement, dès 1945, l'ONU va essayer de convaincre les métropoles de donner l'indépendance à leurs colonies. Vous avez ici la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU qui date du 14 décembre 1960. L'Assemblée générale, c'est la table ronde autour de laquelle sont réunis tous les pays membres de l'ONU pour poser les problèmes et essayer de trouver les solutions. Là, le problème qui est posé, c'est la colonisation. L'ONU propose des solutions. Elle dit « L'Assemblée générale proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement fin au colonialisme sous toutes ses formes. La sujétion, la soumission des peuples à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Tous les peuples ont le droit à la libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. » Là, je simplifie le document. L'ONU dit que la colonisation est contraire au maintien de la paix. La colonisation est contraire au maintien des droits de l'homme. La colonisation, donc, doit cesser. Cette résolution 1514, évidemment, elle conteste le système colonial dominé par le Royaume-Uni et la France. En fait, cette résolution 1514, elle invite la France et le Royaume-Uni à abandonner leurs colonies et à leur offrir l'indépendance. Et puis, dans leur combat pour l'indépendance, les colonies, en plus du soutien de l'ONU, vont recevoir le soutien des deux grandes puissances de l'époque. Ces deux grandes puissances, ce sont les États-Unis et l'URSS. Vous avez à l'écran deux documents. Le premier est un document rédigé par John Foster Dulles, qui à l'époque est le secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et vous avez à droite un texte d'Andrei Jdanov qui, lui, est l'un des dirigeants de l'URSS. Les deux grands vont prendre position en faveur de l'indépendance des colonies, et donc ils vont rapidement l'exprimer. Le secrétaire d'État américain dit « Nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à arracher l'indépendance ». Là, il fait une référence à la Révolution américaine de 1776 à 1783 qui avait abouti au départ des Anglais et à la création des États-Unis d'Amérique. Et il poursuit en disant « Notre conviction est que la transition du statut colonial à l'autonomie doit être menée à une complète réalisation. » Bon, les Américains, pour faire simple, encouragent la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, le Portugal à finalement aller vers la négociation et aboutir, à plus ou moins long terme, à la libération de leurs colonies. L'URSS partage ce sentiment. Jdanov dit « L'URSS est le seul vrai pays défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations, un adversaire de l'exploitation coloniale sous toutes ses formes. » Là, l'URSS se pose en défenseur des libertés et elle propose son aide à toute colonie qui pourrait en avoir besoin pour s'émanciper de sa métropole. En lisant ces deux documents, on pourrait avoir l'impression que États-Unis et URSS sont finalement des libérateurs des pays qui soutiennent les colonies et qui vont les aider gratuitement à obtenir leur indépendance. En réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. Le texte de Dulles date de 1953, celui de Jdanov date de 1947. Rappelez-vous que nous sommes pendant la guerre froide, et que si les États-Unis et l'URSS prennent position contre la colonisation et proposent leur aide aux colonies, c'est que ces deux pays ont une idée derrière la tête.
Ces deux pays imaginent que s'ils aident les colonies à obtenir leur indépendance, ces colonies rejoindront leur camp. Et donc, évidemment, cette aide précieuse offerte aux colonies n'est en rien une aide gratuite. C'est de la propagande, mais évidemment, les colonies vont en profiter. D'ailleurs, États-Unis et URSS parfois vont aider militairement les colonies à obtenir leur indépendance, ou alors ces deux pays vont faire pression sur la France notamment, ou sur le Royaume-Uni, pour que ces deux pays-là libèrent leurs colonies. Pour résumer cette première partie et finalement retenir l'essentiel, ce que vous pouvez noter, c'est que la majorité des colonies accèdent à l'indépendance entre 1947 et 1962. Ces deux dates sont repères brevets. L'idéal est de les retenir. 1947 marque l'indépendance de l'Inde, qui appartenait aux Britanniques. 1962 marque l'indépendance de l'Algérie, qui appartenait à la France. Vous pouvez rajouter que ces indépendances ont été obtenues soit par la négociation, c'est le cas de l'Inde par exemple, c'est le cas du Sénégal qu'on reverra un peu plus tard, soit par la guerre, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas du Vietnam. Ces indépendances sont le résultat des contestations qui sont nées au XIXe siècle et qui finalement se sont renforcées après la Seconde Guerre mondiale. Le conflit, en effet, a considérablement affaibli les Européens. Si on prend l'exemple de la France, rappelez-vous qu'en juin 40, la France perd la bataille face à l'Allemagne qui envahit son territoire. Finalement, ces pays d'Europe qui se disaient être les plus forts, les plus puissants, bien là, ont montré leur faiblesse. Les colonies leur reprochent notamment de les avoir abandonnés pendant la guerre. Les colonies reprochent aux Européens de les avoir abandonnés pendant la guerre. Les colonies reprochent aux Européens leur comportement, les vols, les pillages, les viols, les massacres, l'usage systématique de la violence. Les colonies reprochent aux Européens d'avoir finalement une attitude totalement contraire aux valeurs de liberté et aux droits de l'homme qu'ils prétendent défendre. Lorsque la France s'engage dans la Seconde Guerre mondiale, elle prétend défendre les libertés face aux nazis. Et donc le Vietnam dit, mais c'est très bien, vous défendez les libertés, mais nous, colonies, nous ne les avons pas. Et donc finalement, là, vous remarquez qu'il y a une contradiction, puisque la France dit se battre pour les libertés alors qu'elle ne les applique même pas dans ses propres colonies. Pour finir, dans leur combat pour l'indépendance, les colonies ne sont pas seules. Tout d'abord, elles ont le soutien de l'ONU, rappelez-vous, Organisation des Nations Unies, qui met en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'ONU critique d'ailleurs une colonisation qui est contraire à ses valeurs. Ces valeurs, c'est la défense de la paix, c'est la défense des droits de l'homme. Rappelez-vous que l'ONU a des missions dans le monde, garantir la paix. Or, si les colonies se battent contre leur métropole, la paix n'est pas assurée. Et puis la défense des droits de l'homme. Or, dans les colonies, ces droits de l'homme ne s'appliquent pas. Et puis, elles ont le soutien des États-Unis et de l'URSS, qui, dans le contexte de la guerre froide, espèrent, en les aidant, les rallier à leur camp. Et donc, rappelez-vous que l'aide des Américains et des Russes, elle n'est pas forcément gratuite. Les deux espèrent renforcer leur puissance à une époque où le monde est bipolaire. C'est le monde de la guerre froide. Dans la suite du cours, nous verrons quelques exemples de marche vers l'indépendance. Nous prendrons l'exemple de l'Algérie et du Sénégal. Nous verrons ça bientôt. À bientôt.